Imaginez les exactes mêmes vidéos courtes que vous regardez chaque jour, mais sur une page web ou pour voir la suivante, vous devez cliquer sur un bouton page suivante. Honnêtement, combien de temps est-ce que vous tiendrez? 5 minutes? 10? Les données montrent que vous décrocheriez presque immédiatement. Pourtant, les vidéos n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est un choix de design invisible, né en 2005. La suppression du signal d'arrêt. Ce clic qui a l'air ringard était en fait une friction nécessaire, une microseconde où votre cerveau reprend les commandes. Sans lui, le défilement devient l'état par défaut. Ce n'est pas vous qui manquez de volonté, c'est l'interface qui est construite pour éliminer votre libre arbitre. Une modification technique si puissante qu'elle parvient même à déformer notre perception de temps. Reprenons ce moment, tu scrolles, et au bout d'un moment, tu te rends compte d'un truc gênant. Ça ne t'amuse même plus. Les vidéos défilent, tu ne ris plus, tu ne ressens presque rien, et pourtant ton pouce continue, encore une. Tu connais ce fameux juste une dernière, qui en appelle 40 autres. Alors, la première explication vient de je manque de volonté, ou je suis faible, je suis accro quoi. Ouais. On se tape un peu sur les doigts, on se promet de faire mieux demain. Sauf que là, les chercheurs font une distinction importante. Ce qui compte, ce n'est pas vraiment le nombre d'heures que tu passes. Le vrai signal, c'est autre chose. C'est la sensation de ne plus décider, de ne plus être aux commandes. Et ça porte un nom. Les scientifiques parlent d'usage problématique, à ne pas confondre avec beaucoup de temps d'écran. Tu peux passer 1 heure sur ton téléphone en te sentant très bien, et tu peux passer 20 minutes à scroller en te sentant complètement vide. La différence, elle est là. Comment tu reconnais cet usage problématique? C'est quand tu reviens alors que tu le regrettes. Quand tu perds complètement la notion du temps. Quand décrocher devient bizarrement difficile. Quand ça empiète sur ton sommeil, ton humeur, tes relations, bref, quand tu as l'impression que c'est l'appli qui te tient, et pas l'inverse. Et là, deux choses. D'abord, non, ce n'est pas juste toi qui es faible. Dans une grande enquête, presque un ado sur deux dit avoir déjà essayé de réduire son temps sur les réseaux. Presque 1 sur 2. C'est pas un défaut personnel, c'est une expérience partagée. Et surtout une expérience construite. Quelqu'un l'a conçue comme ça. Ensuite, si c'est pas le plaisir qui te retient, alors c'est quoi? Qu'est-ce qui te garde scotché à un truc qui ne te fait même plus de plaisir? Et si je te disais que ce geste, censé te détendre, fait précisément l'inverse, et qu'on l'a mesuré? Reviens à la raison pour laquelle tu ouvres l'appli au départ. Souvent, c'est simple, tu t'ennuies. Tu as 5 minutes à tuer un petit creux. Et scroller, ça paraît être une remède parfaite. L'ennui d'un côté, le flux des vidéos de l'autre. Logique, je m'ennuie, je scrolle, je m'ennuie moins. Sauf que c'est exactement l'inverse qui se passe. Des chercheurs ont montré toute une série d'expériences là-dessus. 7 au total, avec plus de 1200 participants. Et le résultat est franchement contre-intuitif. Sauter sans arrêt d'une vidéo à l'autre, accélérer et zapper, ça peut carrément augmenter ton ennui. Pas le calmer, l'aggraver. Comment c'est possible? Et pour comprendre, il faut d'abord voir ce que c'est vraiment, l'ennui. On croit que s'ennuyer, c'est pas assez de fun. Genre, il me manque du divertissement. Je vais en chercher. Mais en réalité, l'ennui, c'est plutôt un écart entre l'engagement que tu cherches et celui que tu obtiens vraiment. Et quand les deux collent, tu es absorbé. Le temps passe tout seul. Et quand il y a un trou entre les deux, tu t'ennuies. Et c'est là que le zapping te trahit. Imagine un buffet à volonté. Quand tu as super faim, tu prends une bouchée de chaque plat. Tu passes au suivant, encore une bouchée, encore un plat. Tu manges énormément. Mais à aucun moment tu ne laisses un plat le temps de te rassasier. Résultat, tu repars le ventre plein. Et bizarrement, toujours pas satisfait. Le scroll, c'est pareil. À chaque swipe, tu casses l'immersion, juste avant qu'elle devienne satisfaisante. Tu goûtes tout, tu savoures rien. Du coup, l'écart ne se referme jamais. Et plus tu swipes vite pour le combler, plus tu le creuses. Donc, on peut fermer la première question. Est-ce que scroller ça me détend et séduit mon ennui? Eh bien non. Souvent, c'est à l'inverse. Et on l'a mesuré. Le confort immédiat, ce petit plaisir facile à chaque vidéo et la satisfaction réelle, ce sont deux choses différentes. Et la première peut bouffer la seconde. Ce qui laisse une question vraiment dérangeante. Si ce comportement nous desserte à ce point, pourquoi est-ce que notre cerveau continue de nous y pousser? Mais avant ça,
On tient peut-être notre coupable, non? Ce serait donc la vidéo de 20 secondes, ce format ultra court qui nous capte en boucle. C'est là que tout le monde se trompe. On y est. Le coupable, ça doit être ça. Ces vidéos de 20 secondes montées au cordeau pour t'accrocher. Le format lui-même qui te grille le cerveau. C'est l'histoire qu'on entend partout. Le problème, c'est qu'elle est fausse. En tout cas, elle vise à côté. Revenons au début de la vidéo. Fais l'expérience mentale une seconde. Prends exactement les mêmes vidéos courtes. Mais cette fois, mets-les sur une page pour voir la suivante. Tu dois cliquer sur un bouton page suivante. Honnêtement, tu tiendrais combien de temps? 5 minutes? 10? Tu décrocherais bien plus vite. Les vidéos n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est ce qu'il y a autour. Et c'est ça, le vrai levier. Pas le clip, le flou. Et ce flux, c'est 4 ingrédients qui marchent ensemble. 1. La recommandation personnalisée. L'appli apprend ce qui te retient. TikTok le dit lui-même. Ton fil dépend de ce que tu regardes, ce que tu likes et ce que tu partages. 2. Le scroll infini, qui charge du contenu sans fin. 3. L'autoplay. Les vidéos suivantes qui démarrent tout de suite, sans que tu fasses quoi que ce soit. 4. Une friction quasi nulle. Passer à la suivante ne te coûte rien. Un coup de pouce. Et le plus malin là-dedans, c'est ce que les chercheurs appellent la disparition du signal d'arrêt. Revenons à ce bouton page suivante. Ce clic, il avait l'air ringard, mais c'était un minuscule frein. Une microseconde où tu décidais, est-ce que je continue? Un point d'arrêt naturel. Le scroll infini, lui, ramène ce coup presque à zéro. Plus de boutons, plus de pages, plus de questions. Le défilement, c'est devenu l'état par défaut. Comme un tapis roulant qui ne s'arrête jamais. Pour t'arrêter, ce n'est plus à toi de décider de continuer, c'est à toi de décider d'arrêter. Et ça, c'est beaucoup plus dur. Du coup, cette fameuse sensation « j'ai ouvert pour 5 minutes, je relevais la tête 45 minutes plus tard », ce n'est pas juste un manque de volonté, c'est en bonne partie un effet de design. Et des travaux relient précisément ce Bing scrolling à une perte de contrôle ressentie, avec un goût de regret. On peut donc fermer la deuxième question. C'est la faute des vidéos courtes? Non, c'est la faute du système qui les enchaîne sans jamais te tendre la sortie. Mais comment un truc aussi bête qu'un bouton manquant peut te tenir à 3 à 4 heures? Et pour le comprendre, il faut regarder dans la tête. Et surtout, oublie tout ce qu'on t'a raconté sur la dopamine. Tu l'as forcément entendu ce discours. TikTok t'inonde de dopamine. C'est one shot à chaque vidéo. T'es accro à la molécule du plaisir. Ça sonne scientifique, ça fait peur, et c'est à côté de la plaque. D'abord, la dopamine, ce n'est pas vraiment la molécule du plaisir qu'on t'injecterait en douce. La façon dont les neuroscientifiques la décrivent est plus subtile et beaucoup moins vendeuse. Les neurones à dopamine envoient surtout un signal qu'on appelle l'erreur de prédiction de récompense. La prédiction, il mesure l'écart entre ce que tu attends et ce que tu as vraiment eu. Et à quoi ça sert? À apprendre. Prends un exemple tout bête. Un compliment auquel tu t'attendais. Ça fait plaisir, mais sans plus. Un compliment que tu n'avais pas vu venir, là, ça te marque. La surprise. Le « tiens, c'était mieux que prévu ». C'est ça le signal fort. Et ce signal dit à ton cerveau une seule chose. Ça, c'était bien, refais-le. La dopamine, ce n'est pas une drogue qui t'endort. C'est plutôt un prof qui t'apprend ce qui vaut le coup d'être recherché à nouveau. Maintenant, applique ça à ton fil. Des travaux montrent que nos comportements en ligne suivent assez bien cette logique. Ce qui t'a gratifié hier prédit pas mal ce que tu vas refaire demain. Ton cerveau apprend tout simplement à revenir. Et il y a un ingrédient qui rend ça redoutable. La récompense est imprévisible. La plupart des vidéos sont moyennes, mais de temps en temps, tu ne sais jamais quand, il y en a une qui est géniale. Et ce peut-être que la prochaine sera la bonne, c'est exactement ce qui fixe le geste. Tu ne scrolles pas parce que chaque vidéo est top. Tu scrolles à cause de celle rare qui pourrait l'être. Donc on peut fermer cette question-là aussi. C'est un shoot chimique qui pirate notre cerveau? Non, c'est de l'apprentissage. C'est un apprentissage le plus normal, mais qui est exploité. Et au passage, c'est rassurant et inquiétant à la fois. Ton cerveau n'est pas cassé, il n'est pas drogué, il fait juste son boulot, un peu trop bien. Le souci, c'est que ces routines parfaitement saines sont parfaitement utilisées contre toi. Et ça, c'est plus sérieux qu'une histoire de drogue. Une drogue, tu peux la nommer, tu peux la pointer du doigt,
un mécanisme normal qu'on exploite, tu ne le vois même pas. D'où la question logique. Si mon cerveau ne fait qu'apprendre normalement, où est vraiment le problème? Sauf que cette exploitation a un effet secondaire bizarre. Elle ne te prend pas seulement ton temps, elle déforme la façon dont tu le ressens. Je te dis que ce système déforme ta perception du temps. Voyons ça concrètement, parce que là, on l'a vraiment mesuré. Une étude prend deux groupes. Le premier passe 15 minutes sur TikTok. Le second lit pendant 15 minutes. Exactement la même durée, chrono en main. Et puis, on leur demande, à ton avis, combien de temps ça a duré? Le groupe lecture estime plutôt bien. Le groupe TikTok, lui, surestime. Il a l'impression que c'était plus long que ça. Et détail qui pique, plus les gens utilisent ces vidéos au quotidien, plus la distorsion est forte. Alors oui, c'est encore peu d'études, mais le résultat est parlant. Il ferme une question qu'on posait. Est-ce que scroller change vraiment quelque chose en moi? Réponse, au minimum, ta façon de percevoir le temps. Et ça, ce n'est pas une impression, c'est mesuré. Maintenant, prends un peu de hauteur, parce que ce fameux point d'arrêt qui disparaît, ça ne date pas que de TikTok. Pas du tout. Le scroll infini a été inventé en 2005. Pas pour t'hypnotiser, pour la recherche d'images de MSN, le moteur de Microsoft. D'après son créateur, Williams, l'idée était purement pratique. Éviter de cliquer sans arrêt sur page suivante. Sympa l'attention. Sauf que cette petite commodité avait un effet secondaire. Elle retirait un frein naturel. Et des décennies plus tard, cet effet secondaire est devenu le cœur du réacteur. En vrai, quelqu'un avait vu venir le truc encore avant. Dès 1971, un chercheur Herbert Simon posait une idée simple. Et quand l'information devient hyper abondante, ce qui devient rare, c'est l'attention. Autrement dit, le vrai terrain de bataille, ce n'est pas les contenus, c'est ton temps de cerveau disponible. Et si tu déroules le fil, Simon, en 1971, pose l'idée. Le scroll infini est né en 2005. Vine lance le clip ultra court en 2013. TikTok arrive en 2016, devient mondial en 2018 et en 2020, Instagram et YouTube ripostent avec Reels et Shorts. En quelques années, un petit confort d'interface est passé d'un détail technique au centre de gravité de tout Internet. C'est ça le vertige. Une décision anodine prise par quelques ingénieurs pour gagner un clic, multiplié par plus d'1 million de personnes, c'est ce que TikTok revendique, finit par devenir un fait de société. Personne n'a appuyé sur un bouton manipulant tout le monde. C'est juste un effet de design qui a grandi et grandi. Du coup, une question monte. Si ce truc vient d'aussi loin et nous déforme à ce point, c'est quoi l'ampleur réelle des dégâts? Arriver là, on pourrait crier à la catastrophe. Sauf que la science, elle, est beaucoup plus prudente. Et c'est justement ça qui rend le sujet sérieux. Alors la grande question qui détrotte peut-être, c'est est-ce que je suis en train de détruire mon cerveau? Soyons honnêtes, 2 minutes. Pas de panique, pas de déni, juste ce que disent vraiment les études. Et là, surprise, c'est beaucoup plus nuancé que les grosses titres. La plus grosse synthèse, certains compilent plus de 150 études, d'autres plus d'1 million de jeunes, trouvent bien des effets réels, mais modestes, petites. Il y a un piège énorme. La plupart mesurent les réseaux sociaux en bloc. Pas TikTok, pas Reels, pas Shorts en particulier. L'une d'elles précise même qu'aucune étude incluse n'est portée sur une plateforme précise et qu'aucune ne prouve un lien de cause à effet. Donc dire TikTok fait ça, c'est déjà trop simple. Et ce fameux TikTok brun, ce n'est pas un diagnostic médical, c'est un mot d'internet. Les chercheurs qui l'utilisent disent eux-mêmes que sa compréhension scientifique n'est qu'à ses débuts. Donc, première réponse claire, non. Tu n'es probablement pas en train de déformer ton cerveau pour toujours, comme on l'entend. Rien ne le prouve. Mais, et c'est important, il reste deux trucs solides. D'abord, le signal le plus cohérent de toute la littérature, c'est le sommeil. Encore une vidéo du soir grignote tes nuits, souvent via la procrastination. Ensuite, les données dessinent une courbe en U. C'est l'usage modéré qui va le mieux. Ni l'excès, ni forcément l'abstinence totale. Le tout ou rien est un mauvais conseil. Parce que oui, il y a aussi des bénéfices réels. Se sentir connecté aux autres, créer, trouver du soutien, et le format court peut être une vraie porte d'entrée. En France, un créateur comme Ingo Decrypt touche plus d'un moins 35 ans sur 5 avec de l'info. Du coup, la question logique.
Si les effets sur le cerveau sont modestes, pourquoi continuer à s'en soucier? Justement, c'est précisément parce que l'effet direct est modeste que le vrai sujet n'est pas ta volonté, mais le design. Le problème, ce n'est pas les vidéos de 20 secondes, et ce n'est pas non plus toi, ta soi-disant faiblesse. Le problème, c'est un système qui fait trois choses en même temps. Il apprend tes préférences, il supprime tes points d'arrêt, c'est tout. Mais c'est énorme. Et tu sais quoi? Ce n'est pas juste mon interprétation. La meilleure preuve que ce cadrage tient, c'est que la loi a changé de cible. L'Europe ne s'attaque plus seulement au contenu. Début 2026, elle a visé directement le design lui-même, le scroll infini, l'autoplay, les notifications à répétition, la reco. La régulation a compris que le vrai sujet, ce n'est pas seulement ce que tu regardes, mais la machine qui t'empêche de t'arrêter. Du coup, la fameuse dopamine détox, c'est surtout un mot à la mode. On n'éteint pas sa dopamine, ça n'a pas de sens. Le vrai levier, c'est de remettre des points d'arrêt. Coupe l'autoplay, de fixer une fin, te remettre une petite friction, un mini bouton page suivante à toi. Avant de juger ta volonté, regarde l'architecture de l'appli. Ne confonde pas le confort immédiat et la vraie satisfaction, ni la découverte rapide et l'apprentissage qui dure. Les remèdes, ce n'est pas la honte, c'est juste de te redonner un point d'arrêt. Reviens à la personne du début, celle qui ouvrait l'appli fatiguée et la refermait encore plus vide. Cette sensation de vide, maintenant tu sais la nommer. Ce n'est pas une fatalité, ni un défaut chez toi, c'est un effet de design, et un effet qu'on peut nommer. C'est un effet qu'on peut désamorcer. Le tapis roulant ne s'arrête pas tout seul, mais toi, tu peux choisir où poser le pied. Et comme toujours, entraîne ton cerveau, et à la prochaine.